C'est un travail de longue haleine qui aura duré plusieurs années. Le géographe et chercheur au CNRS, François-Michel Le Tourneau, a suivi plus d'une dizaine de missions des militaires en forêt pour approcher les garimperos et tenter de comprendre qui ils sont. Un livre a fait suite à cette immersion, Chercheurs d'or, l'orpaillage clandestin en Guyane française, sorti cet été. Pour en parler, nous sommes avec lui ce matin par téléphone depuis les États-Unis. François-Michel Le Tourneau, pour commencer, j'aimerais que vous reveniez sur ces missions que vous avez passées dans la forêt. Comment est-ce que vous avez fait pour approcher les garimperos qui d'ordinaire se font assez discrets? Alors, plusieurs choses à préciser là-dessus. D'abord, le premier cadre, c'est effectivement la coopération avec les forces armées de Guyane, qui est venue suite à des opérations que nous avons menées ensemble, notamment le raid des 7 bornes en 2015. Et de par mon expertise sur l'Amazonie brésilienne, ils ont trouvé intéressant de mettre en place une étude conjointe sur cette question de l'orpaillage illégal, qui consistait effectivement à aller au contact avec les orpailleurs. Alors, en fait, les orpailleurs parlent beaucoup. C'est pas une communauté très fermée. On n'est pas face à la mafia albanaise. Ce sont des gens qui, au contraire, ont souvent très à cœur de donner leur point de vue sur leurs activités, qu'on n'est pas obligé de cautionner, mais au moins on peut l'entendre. Et donc, le contact se fait assez facilement, d'autant plus que nous avons mis en place un protocole particulier pour ces opérations, qui ne sont donc pas des opérations de répression, ce sont des opérations au contact où on va, sans tout détruire, discuter avec eux et s'enquérir de leur situation et essayer de comprendre les ressorts de leur présence sur place. Donc le dialogue n'était pas si compliqué que ça, d'autant moins que je parle bien portugais et je connais bien l'Amazonie brésilienne, donc ça a donné des éléments de familiarité qui permettaient de rentrer en contact avec eux. Vous avez expliqué, et je vous cite dans une interview que vous avez donnée à des confrères, que même les militaires avec lesquels du coup vous avez été amené à travailler ne comprenaient pas forcément très bien le fonctionnement et l'organisation clandestine des garimperos. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des questions, des obstacles de langue, et puis il y a des questions de séjour à long terme. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'en connaissent rien, bien évidemment. Ils en connaissent les grands principes et ils sont, au contact très régulièrement. Donc, ils ont une connaissance du phénomène qui est relativement importante. Après, les questions d'organisation sociale et justement tout ce que j'essaie de montrer, notamment cette organisation sociale qui vient du Brésil complètement, qui s'articule complètement avec ce monde de l'orpaillage qui est jeté comme un espèce de filet sur l'ensemble de l'Amazonie brésilienne et qui fonctionne partout pareil. Voilà, ce sont des choses qui n'étaient pas forcément perçues de cette manière-là ou pas forcément aussi claires pour tout le monde. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est de préciser tous ces fonctionnements. Vous parlez d'ailleurs dans votre livre d'un système garimperos. On a même l'impression qu'il s'agit d'une véritable société parallèle qui est parfaitement bien organisée. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un groupe social avec des règles d'organisation, et c'est assez logique d'ailleurs, parce que s'il n'y avait aucune règle d'organisation sociale, ce serait le chaos, et ce serait pas propice à développer une activité économique. Donc en fait, les orpailleurs ont un système qui est parallèle, en dehors, informel, illégal si on veut, par rapport aux sociétés dans lesquelles ils s'insèrent, donc que ce soit au Brésil ou en Guyane française, et ça depuis l'origine du phénomène, puisque les garimperos sont surgis au Brésil au moment où la couronne portugaise s'est arrogé le monopole sur les ressources minières, et un certain nombre de personnes ont dit nous on va continuer notre exploitation dans notre coin, et c'était les premiers garimperos. Donc c'est un système qui est fait pour être en parallèle des autorités, c'est un système qui est toujours sur pression, et donc qui s'est organisé, ce système social, pour résister à cette pression et être capable malgré tout d'extraire des ressources et de les commercialiser. Donc c'est vraiment la base de ce système que j'appelle le système garimpero, de ce système social. Un dernier point qu'on peut dire par rapport à ça qui est intéressant, sur lequel on peut commenter, c'est le fait que par rapport à d'autres types de sociétés où on entre par la naissance, parce qu'on a des parents de telle ethnie ou de tel groupe culturel, on fait partie de tel ou tel groupe, là il s'agit d'un système dans lequel on rentre volontairement, on ne naît pas garimpero, on le devient, pour paraphraser une phrase célèbre, et par ailleurs c'est un monde dans lequel on peut rentrer et sortir très facilement, c'est-à-dire que les garimperos, quand ils rentrent à Belém ou chez eux, ils redeviennent monsieur ou madame tout le monde,
jusqu'à ce qu'ils rentrent à nouveau dans une zone de garimpo, et alors dans ces cas-là, ils redeviennent des garimperos. Donc c'est une identité sociale qui est très plastique et qui peut être très temporaire. Est-ce qu'après avoir passé plusieurs années à travailler le sujet, vous êtes capable aujourd'hui de dresser le portrait type, on va dire, des orpailleurs illégaux, des garimperos, leur âge, d'où ils viennent, combien de temps ils restent en Guyane, et surtout si ça marche, s'ils arrivent effectivement à gagner de l'argent, ou bien est-ce que vous avez rencontré trop de profils différents pour vraiment dégager une cohérence entre eux? Non, alors bon, ce que j'essaie de faire dans le livre, c'est de rendre compte. Donc, j'ai fait 275 interviews formelles avec des orpailleurs, donc ça permet de prendre une idée. Effectivement, la première idée, ça va être la diversité des profils et des parcours. La seconde idée qui me paraît importante, c'est d'aller au-delà des clichés qu'on entend très souvent sur ces gens-là. C'est-à-dire, il y a deux clichés qui sont dominants en Guyane, mais un peu aussi au Brésil, qui est soit le cliché des damnés de la forêt, c'est-à-dire des gens qui sont endettés, qui ne pourront jamais sortir de la forêt, qui sont plus ou moins esclavagisés par les patrons de chantier. Et de l'autre côté, le garimpero, le criminel, le bandit qui va attaquer tout le monde dans la rue. Et en fait, on s'aperçoit que aucun de ces deux clichés, bien évidemment, n'est vrai, même s'il y a des éléments de réalité. Donc, il y a des gens qui sont effectivement endettés, même s'ils sont pas esclaves et même s'ils peuvent sortir malgré tout. Il y a des bandits chez les garimperos, mais ils sont très loin d'être la majorité. Et au milieu, on a un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire Monsieur et Madame tout le monde de Belém ou du Maranhão, qui se trouvent pour une raison ou pour une autre dans une situation financière compliquée et qui décident d'aller dans une zone de garimpe, pas forcément en Guyane, mais ceux qu'on voit en Guyane sont forcément ceux qui font ce choix-là, pour s'en sortir ou pour gagner plus que ce qu'ils pourraient gagner, sachant que ce sont souvent des gens qui n'ont qu'une instruction et donc les emplois auxquels ils ont accès au Brésil sont bien évidemment les moins bien rémunérés. Et après, quand vous demandez est-ce qu'ils s'en tirent, est-ce qu'il y a des trajectoires de succès? Alors la réponse est oui. Les orpailleurs ne vont pas dans la forêt pour rien. Il y a de très nombreux exemples de personnes qui réussissent. Alors, c'est une réussite plus ou moins grande. Certains réussissent simplement à se payer leur petite maison ou une parcelle agricole ou à sortir de leurs dettes. Mais d'autres réussissent parce qu'ils ont de la chance, parce qu'ils trouvent un grand filon, parce que ceci, parce que cela, à s'enrichir considérablement. Et ces exemples sont extrêmement inducteurs des suivants, c'est-à-dire que quand quelqu'un voit dans son village, dans son quartier, une personne qui revient et qui tout à coup paye des apéros à tout le monde, s'achète une nouvelle moto, a des moyens considérables qui se voient, il se dit comment est-ce qu'il a fait? On lui demande, il a été en Guyane, il a gagné de l'argent, et voilà 1, 2, 3 ou 4 autres garimperos qui prennent le même chemin pour essayer d'avoir la même trajectoire, même si tous ne l'auront pas. Oui, et pour rebondir sur ce que vous avez commencé à dire sur le fait que la réalité était loin des images caricaturales qui peuvent parfois être véhiculées, eux-mêmes, et je vous cite, ils se décrivent plus comme des travailleurs que comme des bandits. Oui, c'est une grande, ça pourrait être le slogan des garimperos, qui est de dire nous faisons un travail difficile, nous sommes conscients éventuellement, et dans le cas de la Guyane c'est très clair, nous sommes conscients que nous le faisons à un endroit où nous ne devrions pas le faire, mais néanmoins nous ne sommes pas des criminels. Ça c'est quelque chose qui est fondamental pour eux, c'est de s'affirmer en tant que travailleurs n'étant pas au bon endroit et non pas des criminels qui mériteraient des peines de prison. Après, ça ne veut pas dire qu'on doit justifier leur discours, mais c'est au moins le discours, c'est au moins la manière dont ils se dépeignent eux-mêmes. Oui, conscients de l'illégalité de leur activité, mais est-ce qu'ils sont aussi conscients des désastres écologiques que l'orpaillage illégal cause ? Alors, c'est un des points compliqués. Bien évidemment, leur discours là-dessus a plus de mal à être affûté, on va dire. Donc, il y a un certain nombre de points qu'ils mettent en avant pour essayer de limiter les blâmes qu'on pourrait leur porter. Donc, à la fois, non, nos chantiers sont petits, et puis quand c'est des puits, on coupe pas beaucoup d'arbres, et puis le mercure, il y en a eu avant nous, on n'est pas les seuls responsables, voilà. Mais le fait est que cette conscience écologique est peu développée chez les garimperos, ce qui est le cas d'ailleurs, on va dire assez souvent dans la population brésilienne, notamment en Amazonie. Ça dépend des segments bien évidemment, mais en général leur conscience écologique n'est pas la même que celle qu'on peut trouver en Europe occidentale. Et pour eux, on va dire que l'impératif de survie économique et l'impératif de devoir s'en sortir, de devoir faire en sorte que leurs enfants puissent aller à l'université, etc., est un impératif supérieur à l'impératif écologique. Vous avez commencé il y a quelques minutes à parler de l'organisation sociale des garimperos. Pour qu'on comprenne bien de quoi est-ce que vous parlez, est-ce que vous auriez des exemples à nous donner pour nous montrer à quel point c'est une société qui est véritablement structurée ?
Je pense qu'on peut donner deux exemples. Le premier, c'est donc un chantier d'orpaillage. C'est une association entre un patron et des ouvriers. Donc le mot association est utilisé par les orpailleurs et il est très important parce que les ouvriers de chantier ne se considèrent pas comme des employés de leur patron. Ils sont des associés. Ça veut dire que d'une certaine manière, ils sont égaux. Mmh. Et cette association se base sur le fait que l'ouvrier apporte sa force de travail et le patron apporte tout le reste, c'est-à-dire les moyens de production, les moteurs, etc., l'alimentation et le fonctionnement du chantier. Cette association, cet apport différent des partenaires se reflète dans le fait que le patron de chantier, lorsque l'or sort, récupère 70% de la production et les ouvriers récupèrent 30%. Alors, quand on voit ça comme ça, tout le monde pense que c'est très déséquilibré, mais si on tient compte du fait que le patron amène l'ensemble des moyens de production, éventuellement son investissement est très important, c'est lui aussi qui risque son capital lorsqu'il y a des opérations de répression, tandis que les ouvriers, à partir du moment où il y a de la production, ils sont sûrs d'être payés. Et donc, finalement, le rapport entre les deux n'est pas si déséquilibré. Ça dépend, bien évidemment, après de la masse de production. Mais voilà, donc c'est un exemple d'organisation sociale très souple et qui fait que, du coup, il y a une certaine solidarité entre le patron et ses ouvriers, puisque, justement, ils sont associés. Le patron n'est pas là leur employeur ou leur chef. Donc ça, ce serait un premier exemple. Un deuxième exemple, c'est tout ce qui est des normes sociales. Donc, on parle d'une société, comme je l'ai dit, parallèle, où il n'y a pas d'institutions comme la police et la justice. Et malgré tout, il faut que les choses se passent suffisamment bien pour que les individus soient suffisamment en sécurité pour assurer leur mission première, qui est la production. Et donc, il y a des normes sociales dans les sites de Garimpo qui sont souvent traduites par de simples affirmations, comme par exemple, on dit, dans un village de Garimpo, on ne vole pas. Et ça, c'est pas seulement une constatation banale, bien évidemment qu'il y a des vols de temps en temps, mais ça veut dire la société garimpeuse ne tolère pas ce genre de comportement et peut s'organiser pour punir les fauteurs de troubles. Et voilà ce genre de règles qui se retrouvent, appliquées dans l'ensemble des zones de Garimpe et qui fait que ça fonctionne. François-Michel Le Tourneau, est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes sont liées en Guyane à ce trafic ? Parce que là, on parle des garimperos, mais il y a une multitude de personnes, de métiers qui interviennent dans tout le processus d'orpaillage illégal. Alors, quand je parle de garimpero, pour moi, ça comprend tout le monde, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont liées à ce système. C'est pas seulement les ouvriers qui sont sur les chantiers, c'est-à-dire se définissent comme garimpero également les pilotes de quad qui vont ravitailler les chantiers et jusqu'aux personnes qui travaillent dans les restaurants, dans les corutelas, donc dans les villages d'appui. Et ce monde-là, en Guyane française, est brésilien, on peut le dire, à 98%. Donc, c'est un monde d'importation. Donc, si on parle de gens liés en Guyane, on dirait guyanais avec un passeport français lié à ce monde-là, très peu a priori. Éventuellement, il y a des liens économiques, mais ça, c'est des choses que j'ai pas du tout travaillé, donc je ne m'aventurerai pas sur ce sujet-là. Si on regarde le nombre de personnes qui pratiquent l'orpaillage clandestin ou illégal en Guyane, on va aboutir à quelque chose autour d'une quinzaine de milliers de personnes, probablement, sachant que c'est une estimation qui vaut ce qu'elle vaut, puisque c'est un phénomène clandestin, donc à prendre avec des pincettes. Comment est-ce qu'elle se structure ou hiérarchise cette société ? Parce que pour aller travailler comme ça au milieu de la forêt, en toute illégalité, ça nécessite une certaine forme d'organisation et de coordination entre les différentes personnes qui interviennent. Alors c'est là où c'est extrêmement surprenant, c'est-à-dire que donc c'est un monde sans hiérarchie dans un premier temps, et ensuite donc ce sont des gens, comme je vous dis, sur un chantier, ce sont des gens qui s'associent les uns avec les autres. Le jour où un ouvrier en a marre, il s'en va. Il n'a pas de préavis à donner, il décide qu'il en a, voilà, et le patron après doit trouver un autre ouvrier comme il peut. Donc il n'y a pas véritablement de relation hiérarchique. Et après, justement, ce qui est assez fascinant chez les orpailleurs, c'est cette absence de structure de hiérarchie. Donc, on pourrait dire cette espèce d'anarchie, mais en même temps, cette capacité à s'organiser extrêmement bien pour mener les opérations techniques. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont du savoir-faire, mais ça veut dire qu'il y a justement cette espèce d'arrière-plan culturel dans lequel on sait comment il faut s'organiser pour que les choses se produisent. Et donc, tout le monde sait ce qu'il doit faire et tout le monde applique à la lettre la recette pour que les choses fonctionnent. Donc, que ce soit pour contourner une barrière, pour faire fonctionner un chantier, pour faire remonter une pirogue sur une rivière, etc., etc.
On entend parfois dire que les garimpeiros viennent en Guyane parce que au Brésil, les forces armées brésiliennes sont nettement moins tendres avec eux que sur le territoire français. Est-ce que ça c'est vrai? C'est un des éléments qui fait qu'ils peuvent choisir la Guyane, Ouais. tout à fait. C'est un des éléments, mais c'est pas le seul, parce qu'il y a beaucoup plus de garimpelos en activité. Donc on va dire que ceux qui sont en Guyane française font ce choix-là éventuellement parmi les différents facteurs. C'est un des éléments qu'ils prennent en compte. Après, il y a 200 ou 300 000 garimpelos brésiliens qui opèrent au Brésil, y compris dans les territoires amérindiens, où ils ont justement la même organisation qu'ils ont en Guyane française pour faire face à des problèmes de répression qui sont à peu près les mêmes. Donc voilà, donc c'est un des éléments qui prennent en compte, avec également la richesse des chantiers, la plus ou moins grande probabilité de perdre son matériel, etc., etc. À part ce facteur-là, c'est quoi les autres raisons du coup qui expliquent la venue de ces personnes brésiliennes sur le territoire guyanais? Comment dire, il y a une partie, ce que j'appellerais une sorte d'appel du vide, c'est-à-dire que le territoire guyanais paraît très riche en or et peu exploité, mais c'est la même chose qu'au Brésil pour les territoires amérindiens, etc. Les garimpeiros cherchent les creux dans lesquels ils peuvent aller se nicher, et la Guyane en est un. Après, la proximité du Suriname peut être également un facteur important, dans la mesure où le Suriname permet une exportation de l'or et une vente très facile, donc de transformer cet or en argent au Brésil se fait facilement à partir du Suriname. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est que la population des orpailleurs est extrêmement mouvante et que donc les gens vont circuler de zone de garimpe en zone de garimpe, et du coup, on peut avoir des gens qui viennent passer un temps en Guyane française, mais dans 1 an ou 2 ans, ils seront peut-être en Roraima au Brésil, ou ils seront repassés au Suriname, ou ils auront fait 3-4 allers-retours depuis le Suriname. Donc voilà, donc tout ça est assez mouvant. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la Guyane est incluse dans un espèce de gigantesque territoire qui est exploré en tous sens par les garimpeiros, ce territoire comprenant la Guyane française, le Suriname, une partie du Guyana, toute l'Amazonie brésilienne et des petits morceaux du Venezuela. François-Michel Le Tourneau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes géographe, chercheur au CNRS, et vous avez sorti il y a quelques mois un livre, Chercheurs d'or, l'orpaillage clandestin en Guyane française, sorti aux éditions du CNRS. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Radio Pays.